Bien, bonjour à tous et toutes dans ce début de fin de matinée, pardon. C'est de fin de matinée qui va nous amener à travailler sur un peu de grammaire, tout petit pour réactiver ce qu'on a fait la semaine dernière, au début de semaine. Et puis, surtout, la dissertation. La dissertation, il ne faut pas s'en faire une montagne, mais il ne faut pas non plus la traiter à la légère. Elle rapporte la moitié des points. Est un peu sévère sur ce début, mais rappelez-vous que c'est un concours et que les concours, on les réussit non pas parce qu'on est bon, mais parce qu'on est dans le nombre de postes offerts au concours. S'il y a 130 postes, c'est pas parce qu'on est bon qu'on a eu le concours, c'est parce qu'on est dans les 130 premiers. Et le résultat, c'est que ceux qui réussissent le concours haut la main, c'est ceux qui arrivent à avoir une note au concours de, en gros, 14 en maths et en français. Alors, si vous avez 10 points de dissertation, 10 points de grammaire, sur les 10 points de grammaire, il faut en avoir 8. Donc, il faut répondre à tout. Il faut répondre à tout. Et puis, il y a deux choses auxquelles on n'a pas répondu ou qui étaient fautes. Et puis, d'un autre côté, il en manque 6. C'est-à-dire que ce n'est pas le 6 sur 10, 12 sur 20 en dissertation, ce n'est pas non plus une note très basique. C'est une note qui, déjà, manifeste une maîtrise intéressante. Ça peut être 8 et 6, ça peut être... Enfin, au bout du compte, il faut que vous arriviez à accumuler au maximum les points qui sont les points nécessaires à l'obtention du concours. Alors ici, nous allons aujourd'hui commencer par justement une réactivation de ce que nous avons vu mardi dernier sur la notion de nom et sur la notion de déterminant. Tout le monde a eu un texte en passant, donc Victor Hugo. C'est un sujet de dissertation, comme c'est indiqué dessus, et je l'ai formulé de la manière la plus sèche possible. Un énoncé de concours, ce serait à partir du texte suivant, après la bataille de Victor Hugo, vous vous interrogerez sur ce qu'est un héros, point. Une deuxième phrase qui vous dirait vous construirez un raisonnement s'appuyant à la fois sur le texte et sur vos connaissances littéraires et artistiques. Bon, ouais, je fais sec. Qu'est-ce que c'est qu'un héros? Qu'est-ce qu'un héros? Et nous avons donc, à partir de là, un poème de Victor Hugo. Ce poème de Victor Hugo s'appelle donc Après la bataille. Je vais le lire et on va commencer par poser 2 questions de grammaire sur ce texte. Comme si c'était un concours, il y aurait 2 questions de grammaire, 3 questions de grammaire, on va poser. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard, il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui la nuit tombait. Hussard, Saint-Maurus, c'est le français qu'on a plutôt conservé par la suite, hussard. Hussard. Vous savez, quand un mot vient de l'étranger, vient d'une langue étrangère, on l'adapte toujours. Vous voyez par exemple les noms propres. Le grand président de la fin de l'Union soviétique s'appelait, comment s'appelait-il? Lister. Est-ce qu'il s'appelait Gorbatchev? Est-ce qu'il s'appelait Gorbatchov? Voilà, les traductions diffèrent en fonction de la manière dont on restitue les phonèmes du russe. Donc on a hussard dans le vocabulaire français commun, mais à l'époque de Victor Hugo, on disait plutôt hussard. Hussard, c'est un cavalier, un hussard, un cavalier. Vous savez par exemple que nous avons des gros problèmes sur le mandarin, donc sur la langue qui se parle en Chine. La capitale qui s'appelle Pékin s'appelle maintenant Beijing. Alors, historiquement, ça reste Pékin pour nous. Est-ce que c'est Mao Zedong ou Mao Tse-tung? C'est des transcriptions différentes du même mot. Les phonèmes ne sont pas au même endroit. Théoriquement, on utilise la version normée, historique, acceptée par le français. La capitale de l'Ukraine, c'est Kiev. Ça ne peut pas être Kiev. Les journalistes qui, parfois, ne sont pas une grande connaissance de la langue française appellent ça Kiev ou Kharkiv. Non, c'est Kharkov. Non, en français, c'est Kharkov. On ne dit pas London. Dit Londres. Même si on dit New York parce qu'on a accepté de conserver à l'identique, il n'empêche qu'on dit
Londres et non pas London. Chaque langue gère les apports étrangers. En espagnol, par exemple, on a Nueva York, Nouvelle York pour New York. Bon, c'est un choix qui est fait. Ils mangent des perros calditos, des chiens chauds, des hot dogs. Bon, s'ils ont choisi là aussi la traduction. Donc un housard, on dira plutôt hussard de notre époque, mais n'empêche, Victor Hugo écrit housard. Il lui sembla, dans l'ombre, entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « À boire par pitié ». Mon père, ému, tendit à son housard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle, et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé ». Tout à coup, au moment où le housard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» De la bonne dictature, l'espagnol, il a les moustaches retroussées, il a, je ne sais pas, il a écrit « Caramba !» toutes les phrases. Bon, caricature. Donc ça rime en A, hein, ça rime en A avec la suite. Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Qu'est-ce que c'est qu'un mort écrit M-A-U-R-E? Ça a donné comme adjectif mauresque. C'est un habitant d'Afrique du Nord. Un habitant d'Afrique du Nord, ça désigne plutôt historiquement les Berbères. Berbères, habitants d'Afrique du Nord. Par extension, c'est tous les habitants d'Afrique du Nord, ce qui relève donc du monde arabe, pour simplifier, l'Afrique du Nord. Ça a donné mauresque. Pourquoi? Parce que 17e, 18e siècle, il y a beaucoup d'interactions belliqueuses, en particulier, il y a des grands centres de piraterie. Donc, quand on parle de la flotte mauresque ou des bateaux et caravelles mauresques, c'est soit des bateaux de commerce, soit des bateaux qui relèvent de l'esclavage. Vous n'avez pas vu, mais vous devriez, beau film sentimental des années 60 commençant en français qui s'appelle la série des Angéliques. Angélique Marquise des gens, Angélique et le sultan, Angélique, voilà, bon, elle est capturée par les Mauresques et on va la vendre en Alger comme esclave. Elle fait partie du patrimoine français, un peu désuet certes, mais ça fait quand même partie du patrimoine français avec Robert Hossein comme acteur principal. Quelle est, question de littérature anglaise, quelle est la pièce de théâtre de Shakespeare dans laquelle le personnage est désigné sous le nom du mort, donc M-A-U-R-E, mort de Venise. Parce que c'est un général vénitien d'origine mauresque. Othello. On va faire le anglais, Othello. Othello est un personnage mort, double mort de Venise, M-O-R. Nous avons donc ici une scène de la vie du père de Victor Hugo. Victor Hugo, il est né quand et où? Il est né quand et où? Il y a un poème célèbre qui nous le dit. Il nous dit ce siècle avait 2 ans. Le siècle a 2 ans, on est en 1602 s'il est né au 17e, 1902 s'il est né au 20e, en l'occurrence c'est 1802. Le siècle avait 2 ans, naquit un enfant sans voix dans Besançon, vieille ville espagnole. Manque des vers, donc je ne le fais pas complètement, mais Besançon, vieille ville espagnole, il est né en 1802 à Besançon, il est mort en 1885 à Paris. Il couvre donc tout le siècle. Et son père était militaire, était général d'armée. Il était militaire de carrière de l'armée napoléonienne, d'où son expédition ici, sa participation à la guerre d'Espagne. Napoléon envahit à peu près toute l'Europe, dont l'Espagne,
il chassera la dynastie des Bourbons qui règne, les héritiers petits-fils de Louis XIV, qui était devenu roi d'Espagne. Et donc ces Bourbons sont chassés et remplacés par son propre frère, Joseph Bonaparte, qui aura bien du mal à maintenir l'ordre en Espagne et qui sera très vite chassé du trône d'Espagne, avec retour des Bourbons. Le roi actuel d'Espagne est un Bourbon, c'est-à-dire qu'il descend théoriquement en ligne droite directe de Louis XIV. Quel est l'autre écrivain français né lui aussi en 1802, dont le père était général d'armée? Il n'était pas mort, pour le coup, mais qui était métis, puisqu'il avait la peau noire, il venait de nos colonies de l'époque, qui sont encore des îles qui nous appartiennent au territoire français. Quel est cet écrivain noir de peau? Il n'y a pas 36 des noirs dans les littératures françaises du 19e. C'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, son père était général lui aussi de l'armée, révolutionnaire d'abord, du napoléonien. Bon, alors la première question que je vais vous poser sur ce texte, c'est à partir de la première phrase, c'est de me faire une analyse des déterminants. Sujet de concours, analyser les déterminants présents dans la première phrase. La première phrase, elle couvre donc, elle va apparaître dans un instant. Mon père, ce héros, sourire si doux, suivi d'un ce lousard qui les met entre tous. La rime est un peu, comment dirait-on, elle est un petit peu défaillante, puisque tout, si c'est un S au bout, ça fait tous. Donc, suivi d'un ce lousard qui les met entre tous, mais ça rime avec ce qui est au-dessus, qui est doux. Pour que ça rime vraiment, il faudrait que ça fasse douce, 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 tous. Mon père, ce héros au sourire si douce, non, si doux, suivi d'un ce lousard qui les met entre tout. S'il avait mis un T, ça ne poserait pas de problème, mais il a mis un S. Donc la rime est, disons-le, un peu légère, quoi. Parce que ça rime pas, justement. Ça rime pas. Doux et tous. Premier vers donc, mon père, ce héros, je vais agrandir. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un ce lousard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le sort d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Première question, analysez-moi les déterminants, ce qui implique qu'en toute bonne rationalité, vous n'allez pas les prendre les uns après les autres, mais vous allez les classer. Étudier les déterminants, c'est donc étudier ce petit mot qui se trouve devant les noms. Donc on aura une première catégorie qui sera justement absence de déterminant. Comment se fait-il qu'à certains endroits, le nom n'est pas déterminant? Ça renvoie à mon cours sur les noms. Il y a un certain nombre de raisons qui font que les déterminants peuvent sauter. J'aurai une deuxième partie avec un premier type de déterminant, une troisième partie avec un deuxième type de déterminant. J'aurai ensuite une partie 4, 5, 6 et éventuellement 7 qui recoupera les 6 formes de déterminants. 1, pas de déterminant. Déterminant, allez, article. Déterminant 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a les 5 autres formes qui sont les autres formes du déterminant. Quelles sont-elles, ces autres formes? Eh bien, si vous étiez en situation de concours, il faudrait que vous les arrachiez de votre mémoire. Il y a les déterminants possessifs, c'est le mot pluriel, les déterminants démonstratifs, les déterminants indéfinis, les déterminants qui sont numéraux, numéral, numéro à UX donc, les déterminants qui sont interrogatifs, exclamatifs. Quelle aventure!
1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait le jeu. Donc maintenant, quand vous en trouvez un article, bah, vous le mettez dans le grand 2. Quand vous en trouvez un qui soit autre chose, vous le mettez ailleurs. Il y en a 12. Et comment je sais qu'il y en a 12? Eh bien, parce que, évidemment, le déterminant va avec le nom. Donc, la première chose que je fais, c'est sortir de ce texte les noms. Et pour le coup, les noms, ben, il y en a 12. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le déterminant, c'est un phénomène qui ne se trouve que devant les noms. Donc, je cherche les noms. Ça met 10 minutes pour réfléchir. Dans ces noms, il y a 5 phénomènes qui sont identiques. Il y a 5 phénomènes qui relèvent du même ensemble. Ensuite, il y a 3 phénomènes qui relèvent eux aussi du même ensemble, de la même réalité grammaticale, du même ensemble grammatical. Il y a 3 phénomènes qui relèvent aussi d'un ensemble grammatical identique. Et puis, il y en a un qui est exotique, si je puis dire, qui fonctionnera uniquement, qui aura un phénomène unique. Ce qui fait que je n'aurai pas cette partie, puisqu'en fait, j'ai que 4 phénomènes présents. 4 phénomènes présents. Je ne vais pas faire des ensembles où il n'y a rien dedans. Ce serait idiot. On ne me demande pas ce que sont les déterminants. On me demande dans ce texte ce que sont les déterminants. Donc, je ne vais pas faire des catégories vides. Un minute encore de réflexion.
Alors, l'un d'entre vous, peut-il me dire un phénomène? Il y en a 4 grands types de phénomènes. 4 grands types de relations entre le nom et un déterminant. Un phénomène qui, n'importe lequel, pas forcément le premier, il a trouvé. Oui. Alors, on va faire un grand 1. Les articles. Et ces articles, ils vont se scinder en définis. Et puis l'autre grand type, il n'y a pas de partitif ici, c'est-à-dire de sable, de béton, de sucre, du sucre, de la farine, du béton, il n'y a pas. Donc l'autre grand groupe, c'est indéfini. Alors, qu'est-ce que vous m'avez trouvé qui relève de cette réalité définie? Là, la nuit, Alors, je vais mettre là, nuit, le soir, le, et il y en a encore un, le chant. le chant. Je ne vais pas mettre seulement le l'allée, parce que ça impliquerait que le lecteur, il est obligé d'aller chercher où c'est. Et puis, d'autre part, le l'allée, ça peut être aussi autre chose, ça peut être aussi des pronoms. On ne les a pas vus, les pronoms. Je la vois, je le sais, je la suis. Donc, se méfier des le l'allée. Donc, pour prouver que ce sont des déterminants, je mets le nom qui va avec. Le l'allée. Le champ, est-ce qu'il est ce champ ici? La nuit, c'est là. Et puis, voilà, je fais le champ, la nuit, le soir, ici. Bon, ben, phénomènes qui sont étudiés ne sont donc plus à analyser. Mais j'ai dit aussi qu'il y avait des indéfinis. Ces indéfinis, quelqu'un peut-il m'en citer un? Et dans les faits, il y en a deux. Oui, Il y a une bataille, une bataille, et l'autre, un un hussard. Une bataille, un hussard. Dans les indéfinis, ben, je mettrai une bataille, un hussard. Me voilà donc avec ma catégorie à 5. C'était ça. Il y en avait 5 qui appartenaient à la réalité arctique. Il me reste père, héros, sourire, bravoure, taille, cheval, mort. Et il y en a 3 qui vont ensemble, 3 qui vont ensemble, un qui va tout seul. Est-ce que oui? 2, les possessifs. Et ces possessifs, combien ils sont? Ils sont 3. Voilà, c'est un des groupes de 3. Où ça donc? My father. Sa bravoure. Ça. Et sa taille. Donc, mon père. Sa taille. Sa bravoure. En voilà 3. Aussi de régler. Il me reste donc 4 phénomènes maintenant, 3 qui vont ensemble et un qui va tout seul. Qu'est-ce qui va tout seul? C'est-à-dire qu'il y a un type de déterminant qui est tout seul dans ce texte, il n'apparaît qu'une fois. C'est lequel? Oui, pardon. Déterminant démonstratif. Il y a un démonstratif, et je mettrai ici. Les démonstratifs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a c'est, CET, CET, 7 éléphants, ou 7 de TES, 7 aventures. Vous pouvez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste ici un A et ici un A aussi. Un A un peu particulier qui est un O. Or, il n'apparaît jamais ce A dans la liste des déterminants.
Ils n'apparaissent jamais dans la liste déterminants, donc ça ne peut pas être des déterminants. Ils apparaissent dans quelle liste? Dans quel type de mots est-ce qu'ils sont classés? On regarde dans le dictionnaire. À, de, par, pour, avec, sans, loin de, près de, au-dessus de. C'est ce qu'on appelle des prépositions. Mais ce n'est pas des déterminants. Mais ces prépositions, elles vont avoir un pouvoir, on va appeler ça comme ça, et ce pouvoir, eh bien, c'est de faire sauter, disparaître, le déterminant. Pour vous en rappeler, pensez à un voyage en train. Non, en le train. Un voyage en train. Un voyage en préposition plus après, train, mais dans le train, la préposition saute. Et c'est ce qu'on a là. Le voyage, il est à, il parcourait à cheval. Donc cheval n'a pas de préposition parce que devant, il y a la préposition à. Une voiture à moteur, une voiture à pédale, une voiture à cheval. Moteur, pédale, cheval, pourquoi pas le devant? Ben, c'est une particularité des prépositions de faire sauter ce qui suit. Et il a une version A, O ou AUX, ben, un gros, avec sourire, au sourire. Donc, disparition à cause de la préposition du déterminant, au sourire, à cheval, et on a ici deux morts. Comment je sais que le 2, ce n'est pas un partitif de la farine, du sucre, de la terre? Ben, par cette capacité qu'a le déterminant à se faire remplacer par un autre déterminant. Je vous ai dit, quand vous hésitez sur un mot, vous rajoutez ce, vous remplacez le mot en question par ce, ou par mon, ou par ton, ou par c'est. Le champ couvert, mon mort, mes morts. Le champ couvert, ce mort. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deux morts, le deux ne peut pas se remplacer par ce, par mon, par un, par des. Il ne peut se remplacer que par une préposition avec des morts, par des morts, couvert par des morts. Et là, on voit bien par des, il y a bien le des, il y a bien le déterminant, mais il y a la préposition qui va avec. Donc ça, c'est une préposition, parce qu'elle ne se remplace pas par ce, par ces. Couvert, c'est mort, ça ne voudrait rien dire, alors que ce père, mon héros, ça marche, pour leur grande bravoure, pour cette grande bravoure, il parcourait les champs de, ce champ de bataille sur qui tombaient cette nuit. Les déterminants, ils peuvent se remplacer par ce, ou par ces, ou par ces. Mais pas celui-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas un. À partir du moment où vous avez un système de chauffage et qu'il est au gaz, vous le remplacez par au bois, vous le remplacez par au charbon, ben, ça reste du système de chauffage. À partir du moment où vous le remplacez par une télévision, c'est que télévision, ce n'est pas un système de chauffage. Ben là, vous avez un déterminant. Pardon. Partout, vous avez des déterminants qui se remplacent par d'autres, mais là, ils ne se remplacent pas. Donc, ça veut dire que ce sont des points. Oui. Ce ou cette farine. Ah, d'accord, si vous aviez. Voilà. Si vous dites j'ai acheté de la farine, vous pouvez dire j'ai acheté cette farine, ces farines. Donc là, pour le coup, il faut évidemment le conjuguer. Hein, ce, c'est, cette en fonction de ce du féminin. J'ai acheté du pain. J'ai acheté ce pain, j'ai acheté mon pain, j'ai acheté plusieurs pains. Là, le de, le du se remplace par les autres formes de déterminant. Mais là, par aucun autre. Donc, ça veut dire que ce n'en est pas un. Vous avez du texte par la suite. Si vous voulez être bien sûr d'arriver à faire l'exercice, vous prenez les 5 phrases qui suivent, les 5 vers qui suivent, les 5 phrases qui suivent, puis vous essayez de refaire l'exercice. Sans doute qu'il y aura d'autres cas qui apparaîtront. Alors, je vous pose maintenant une deuxième, parce qu'il y en aura une troisième.
une seconde question, et cette seconde question, c'est celle des expansions du nombre. Alors là aussi, petit rappel, petit souvenir dans votre tête. Qu'est-ce que c'est qu'une expansion du nombre? C'est le fait que le nom, ou son groupe nominal, le cheval, la bataille, la bravoure, le fait que le groupe nominal, il va être affublé, il va être associé, il va être agrandi, expansé, par ce qu'on appelle une des trois types d'expansion du nom. Et ces trois types d'expansion du nom sont relativement compliqués, mais il faut pouvoir les manipuler. C'est les adjectifs qualificatifs, grand, petit, rapide. C'est donc les adjectifs qualificatifs. C'est les compléments du nom. Et qu'est-ce que c'est qu'un complément du nom? C'est une préposition à, de, par, ou, quelque chose. Et puis, c'est des propositions subordonnées relatives qui sont des qui, que, quoi, dont, où, lequel, mais tous les composés, avec lequel, par lequel, sur lequel, sans lequel, fonctionnera comme des propositions relatives. Même technique, 12 noms. Là, un là, un là, un ici, un ici, un là, un là, un là, un là, un là, un là et un là, 12 noms. Est-ce que ces noms fonctionnent juste avec le déterminant? Sans déterminant, ils fonctionnent tout seuls. Ou est-ce qu'on leur a ajouté un adjectif, une relative, un complément du nom? Est-ce que c'est juste le chat, c'est le grand chat, le chat de ma mère, le chat qui est là? Est-ce qu'on a ajouté un objet sur le groupe nominal? Nous avons un groupe nominal, une bataille, la nuit, un lousard, ce héros, mon père, on les a déterminés avec des déterminants. Maintenant, est-ce qu'on leur a ajouté dans ce groupe nominal une expansion? Grand 1, non, ils sont tout seuls. Grand 2, ils ont des adjectifs. Grand 3, ils ont des compléments du nom. Grand 4, ils ont des propositions relatives. Et s'il y en a un qui a tout ça, le petit chat que tu connais de ma mère, il apparaîtra dans adjectif, le petit chat. Il apparaîtra dans proposition subordonnée, le chat que tu connais. Il apparaîtra dans complément du nom, le chat de ma mère. Il sera là 3 fois parce qu'il y a 3 expansions. Classer. L'objectif, c'est classer. Je vais faire.
Allez, encore 2 minutes jusqu'à 11h20. Il y en a 5 qui n'ont pas d'expansion, 5 qui ont des adjectifs qualificatifs, 2 qui ont des subordonnés et 2 qui ont des compléments du nom. Ça fait un résultat pour 14, ça veut dire qu'il y en a 2 potentiellement ont plusieurs expansions. Il y en a un que vous êtes autorisé à ne pas voir ou à mal interpréter. Lequel? Vous avez le droit à une erreur, c'est ça que je veux dire par là. Bon, alors le plus simple, c'est de trouver des adjectifs. Rapide, petit, grand, faible. Où est-ce qu'il y a ici des adjectifs qui vont avec des noms? Et il y en a 5. Dites-moi. Le sourire, il est doux. Le sourire est doux. Le sourire est doux. Qu'est-ce que c'est que si, je vous donne une parenthèse, qu'est-ce que c'est que si? C'est un adverbe. Il est très doux. Il est trop doux. Il n'est pas assez doux. Il est grandement doux. Il est si doux. Il est tellement doux. Bon. Si ça se remplace par d'autres adverbes, c'est donc un adverbe. Donc, ce sourire est doux. Donc, ici, je mettrai sourire entre parenthèses et doux. Je ne parle pas entre parenthèses, je soulignerai sourire puisque je cherche les noms. Sourire, c'est le nom. Et son expansion par adjectif, c'est doux. Donc, voici notre sourire réglé. Il m'en manque 4. Oui. Seul. Seul. Housard. Un housard. Un housard. Seul. Un seul housard. L'adjectif est avant. C'est pas grave. Seul housard. Seul sur housard. 2 dans la phrase, dans la ligne qui suit. Oui. La taille est haute, la bravoure est grande. Sa taille, sa bravoure, l'une est haute, l'autre est grande. Et puis arrive celui que vous avez le droit de ne pas avoir lu. C'est couvert. Couvert, ça peut être 2 choses. Ça peut être un verbe au participe passé, un verbe au participe passé, ou ça peut être un adjectif.
Le champ, il est couvert, il est recouvert. Le champ est recouvert par un toit, il est recouvert par la mousse, il est recouvert par les vents, en l'occurrence. Il est clôturé par des piquets. Voilà. Donc, en tout cas, ça peut être un adjectif qui étend temps. Donc, en l'occurrence, comme on n'a pas vu les verbes, je mettrai dans l'adjectif couvert, c'est le cinquième. Le champ est couvert. Champ couvert. Ce qui n'est pas beaucoup plus difficile à trouver, c'est ce qui relève de à deux par pour au bout du nom. Donc, il y a ici, eh bien, deux compléments du nom. C'est-à-dire qu'il y a deux noms qui sont suivis par une préposition et quelque chose. Alors, pourquoi quelque chose? Ben, ça peut être plein de choses. Hein. Si je prends, par exemple, une histoire monstre, l'histoire, il est étendu par un complément du nom qui est de monstre. Et c'est effectivement aussi un nom. Donc, c'est un nom qui étend un nom. Mais si je dis à pleurer, c'est aussi un complément du nom histoire, mais c'est une préposition, mais c'est un verbe. Un verbe qui étend un nom. Il n'empêche qu'à pleurer, c'est un complément du nom histoire. De monstre, complément du nom histoire. À pleurer, complément du nom histoire. À faire peur, à faire, complément du nom histoire. Et ici, il y en a donc deux. Deux seulement et pas trois. Il n'y a que deux. Alors, qu'est-ce qui pourrait ressembler à une préposition à, de, par, pour? Oui, il y en a un là, une là, effectivement, avec, elle se remplace par une autre préposition, et non pas mon, ce héros, mon sourire. Donc ici, nous avons un sourire doux, qui est un ajout, complément du nom, préposition plus nom en l'occurrence, sur héros. Qui m'en avait trouvé un autre? Il y en a un beaucoup plus classique, la ferme de ma mère. Oui. Eh bien justement, c'est pas celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi pas celui-là, mais c'est celui-là sur lequel vous avez le droit de vous trouver. Parce qu'il y avait trop d'infos que nous n'avions pas vues. Nous n'avons pas vu les adjectifs encore et nous n'avons pas vu les verbes, donc ça fait beaucoup. Non, celui qui est beaucoup plus classique, c'est d'une bataille. Un soir de bataille, un soir de mai, un soir du mois de juin, un soir d'une bataille. Donc d'une bataille, c'était le deuxième. Alors pourquoi pas de mort? Eh bien, pour le comprendre, il faut essayer de faire un petit changement. Si je dis un loup avec un adjectif rouge, bon, il a une expansion qui est rouge, mais si je mets au mot rouge de colère, le de colère, c'est un complément. Mais c'est un complément de quoi? Ben, si je dis que c'est un complément de loup, ça veut dire que le loup, il est rouge, mais le loup, il est de colère. Un loup de colère. Ça ne marche pas bien. Non, le de colère, il est complément de l'adjectif. Une histoire, effrayante, à pleurer. Le à pleurer, c'est un complément. Mais une histoire à pleurer, ça pourrait marcher. Mais une histoire effrayante à faire peur, à pleurer, ça peut marcher aussi. Donc là, ce complément, je ne sais pas s'il est complément de l'adjectif effrayé, je ne sais pas s'il est complément de l'histoire, du nom histoire.
un loup vert de peur. De peur, c'est un complément, mais c'est plutôt un complément de vert plutôt qu'un complément du loup. Un loup de peur. Par contre, un loup vert, ça marche. Donc là, le de peur, il est complément de l'adjectif, comme la de colère, il est complément de l'adjectif, comme là, à pleurer, je ne sais pas si c'est l'histoire ou si je ne sais pas, effrayant. Donc, est-ce que c'est un complément de mort qui complète couvert, l'adjectif, ou est-ce que ça complète directement champ? Ben, c'est la phrase qui va nous le dire. Il parcourait un champ de mort, donc de mort serait collé à champ, où il parcourait un champ couvert, couvert de lierre, couvert de roses, couvert de mort. Bref, ça pourrait être l'un comme ça pourrait être l'autre. Mais moi, je le ferais plutôt, ça peut se discuter, hein, je le ferais plutôt recouvert par des morts. Le mort, il complète le recouvert par des morts, et non pas le champ directement. Ça peut, donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait faux ce que vous dites, ça peut être un champ de mort, ça peut être un champ couvert, parenthèse, couvert de quoi? De chantilly, de bruyère, de rose, de mort, de neige, de mort. Donc là, il y a des fois la grammaire ne peut pas décider. Vous voyez, un loup vert de peur, là c'est très clair que de peur, ça complète vert. Parce que si j'ôte vert, ça marche plus. Un loup de peur. Là, si j'ôte couvert, ça peut continuer à marcher. Un champ de mort. Il parcourait un champ de mort sur qui tombait la nuit. Mais ça peut être aussi un complément. Un champ sur qui tombait la nuit, couvert, et sur couvert s'ajoute de mort. Donc là, je ne sais pas si je le mets là. Donc il y en aurait trois. De mort complète champ. Ou si je dis que c'est un complément, non pas du nom, mais un complément de l'adjectif, donc je ne le mettrai pas dans l'analyse des compléments du nom. Parce que là, j'analyse les compléments du nom. Quoi qu'il en soit, il me reste maintenant le cas de sourire, on a dit qu'il complète les héros. Il me reste le cas des propositions relatives, qui, que, quoi, dont, où, et il y en a deux. Qui, que, quoi, dont, où, il y en a deux. C'est pas très difficile, hein, parce que il y en a un là, visiblement. Après, je cherche des qui, que, quoi, dont, où, et puis je trouve bien ici. Mais il est un peu sophistiqué parce que c'est un composé. Je dis tout à l'heure, lequel, pour lequel, avec lequel, sans lequel, etc. Ben là, on a sur lequel. Sur qui? Sur qui? Alors, qui l'aimait, il est collé à Ouzard. Ça, c'est pas un problème, c'est une expansion de Ouzard. Par contre, là aussi, je suis bien embêté pour savoir sur quoi est collé. Sur quoi est collé, sur qui tombait. Pourquoi? Le sujet de tomber, hein, c'est la nuit. Hein. Voilà. Mais est-ce que la nuit, elle tombe sur les morts ou est-ce qu'elle tombe sur champ? Je ne sais rien. Grammaticalement, j'en sais rien. Oui, ça nous ferait un résultat qui est un champ. Le champ, il est couvert. Le champ, il est de mort. Et le champ, il est sur qui? Sur qui tomber. Champ, il apparaîtrait trois fois. Champ parce qu'il est couvert. Champ parce qu'il est de mort. Champ de mort. Champ parce qu'il est sur qui? Ça, c'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité qui est de faire champ ouvert, couvert de mort, mort complète couvert,
Et puis alors, le qui, soit on le met sur champ, soit sur qui tombait la nuit, soit on le met sur mort. Auquel cas, champ n'aurait qu'un adjectif et mort aurait une proposition relative. Toutes les variations sont possibles. Champ avec couvert, champ avec sur qui. Champ tout seul. Champ avec trois, champ couvert, champ de mort, champ sur qui. Là, c'est écrit de manière suffisamment complexe pour que je ne puisse pas savoir. Vous voyez, celui-là va avec celui-là. Alors, ce morceau-là et ce morceau-là, avec qui vont-ils? Ils peuvent aller l'un avec l'autre, celui-là avec lui, mais il peut aussi aller directement ici. Et mort peut aller avec couvert, mort peut aller avec champ. Grammaticalement, c'est indéterminable. Il n'y a aucun moyen grammatical de le savoir. Si j'ôte ce morceau couvert, c'est pas dit que mort part avec. Donc, c'est pas dit que ça aille avec. Sur le champ de mort, parcourait le champ de mort. Ça peut marcher. Donc, mort ne va pas forcément les couvert. Et si j'ôte mort, ben, ça ne dit pas non plus que ça ôte sur qui tombait. Le champ sur qui tombait la nuit. Le champ de mort, les morts sur lesquels tombait la nuit. Donc, comme je ne peux pas savoir si ces deux morceaux-là sont solidaires, si ces deux morceaux-là sont solidaires, ben, je ne sais pas trop à quoi rattacher quoi. En tout cas, il semble plus clair que la nuit, ben là, dans cette solution, il serait tout seul. Bataille, il serait tout seul aussi. Père, ben, il serait tout seul aussi. Père, rien ne s'y ajoute. Bataille, rien ne s'y ajoute. Et nuit, rien ne s'y ajoute. Il y en aurait donc trois qui seraient sans aucun complément. Plus, si je mets champ dedans, si champ, il a nécessairement couvert. Il y a cheval, rien ne s'y ajoute non plus. Et donc, ça fait au moins trois. Père, cheval, nuit, bataille. Ça fait quatre. Quatre qui sont tous. J'ai mis 5. La grammaire, c'est des relations entre les mots, mais c'est aussi parfois un peu de jugeote sur le sens, et parfois le sens ne nous permet pas du tout de décider. Pas du tout de décider sur ce qui se passe dans la phrase. Bon, on manipulera ça encore par la suite. En tout cas, si vous voulez manipuler ça plus profondément, il y a encore des lignes dans ce poème. Et donc, ces lignes vous permettront de compléter les fonctions, des extensions et les déterminer. On en fera un petit coup la prochaine fois pour se dire. Un petit exercice, si vous avez du temps. Interrogez-vous sur la fonction des noms. C'est-à-dire, quelle est la fonction de père, quelle est la fonction de héros, de sourire, de Houzard, de taille, etc. On fera ça ensemble. Vous pouvez commencer à réfléchir à la chose. Et pour terminer, avant de passer à la dissertation, juste une remarque. Certaines grammaires considèrent qu'on peut trouver une quatrième forme d'expansion. Attention, il y a les compléments du nom, les propositions relatives, les adjectifs. Et certaines grammaires en font une quatrième, qui peut être les appositions. L'apposition, c'est-à-dire les mentions entre virgules, les mentions entre tirets. Alors là, c'est une incidence. Parce qu'une apposition, il y en a une là. Mon père, virgule, ce héros, virgule, suivi d'un celui-là. Et donc, un certain nombre de grammaires diront qu'il y a les compléments du nom, au sourire, les adjectifs, si doux,
des propositions relatives qui les met entre tous. Et puis, il y aura aussi des appositions. Et donc, cette apposition, elle serait collée à pair. Ce serait une expansion de pair par apposition. Mais toutes les grammaires ne sont pas d'accord avec cela. Pourquoi ici ce serait une apposition qui va avec pair? Parce qu'en fait, c'est indéplaçable. Mon père, suivi d'un seul ousard qui les met entre tous, ce héros sourire si doux, si on le déplace, ben, ça n'a plus de chance. Donc ça veut dire que c'est vraiment nécessairement là où c'est collé à pair. Alors si c'est collé à pair, on en fera une expansion de pair. Ça aussi la dernière fois. La théorie grammaticale veut qu'il n'y ait que 3 types d'expansion. Certaines grammaires, pour le sens que ça a, pour l'incapacité à déplacer ce héros sourire si doux ailleurs, on fera une 4e, une apposition. Bon. Eh bien, passons à autre chose. Et ce à quoi nous allons passer maintenant, c'est à la dissertation. Oui. Et si on a un exemple comme ça de concours, il peut y avoir plein de possibilités. Il faut les énumérer, il faut les dire. Il faut dire tous les cas de figure. Il faut expliquer tous les cas de figure. Donc c'est un peu long, c'est un peu ennuyeux. Alors, dissertation, nous avons une dissertation, qu'est-ce qu'un héros? Et à partir de qu'est-ce qu'un héros, eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va faire une introduction. Et ce n'est pas le moment, quand on fait la dissertation, de se demander comment elle se fait. C'est le moment, au contraire, de se dire que l'introduction est l'effet d'une généralité, est l'effet d'une problématique, est l'effet d'une question. Alors, la question, c'est qu'est-ce donc un héros? Et est l'effet d'une annonce de fin. Et notre problématique, elle sera faite d'une réponse 1, d'une réponse 2, d'une réponse 3, et elle sera faite d'un argument central de la réponse 1, argument central de la réponse 2, et puis éventuellement argument central de la réponse 3. Donc, on ne s'amuse pas à se dire, bon sang de bois, mildiou, qu'est-ce donc qu'une introduction? Une introduction, on sait parfaitement ce que c'est. C'est généralité, réponse 1, argument, réponse 2, argument, réponse 3, argument, question, plan. Donc ça, il faut que ce soit le réflexe. Et c'est parce que c'est un réflexe que ça va nous prendre 5 minutes de faire l'introduction et pas un quart d'heure. Mais entre 5 minutes et un quart d'heure, on gagne 10 minutes. Et ces 10 minutes, c'est là que se jouera la précision des exercices. Donc nous avons une introduction, elle commencera par une phrase sur ce que c'est qu'un héros, une réponse à la question qu'est-ce qu'un héros, l'argument central qui la développe, R2, argument, R3, argument, question du sujet, plus. Voilà donc la structure qu'aura mon introduction. Et je la sais, donc je ne perdrai pas du temps à la réaliser. Et puis ensuite, eh bien, j'ai une partie 1, une partie 2 et une partie 3. Et là aussi, nous sommes dans l'absence complète d'interrogation parce que mes 3 parties, je sais pertinemment comment elles sont fabriquées. Un héros se caractérise par, ça c'est la première phrase qui dirigera la partie 1. Et si je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, en tout cas si la question c'est comment faire des crêpes, la première phrase c'est on fait des crêpes en. La deuxième, la phrase qui dirige la partie 2, c'est pour faire des crêpes on. Puis la troisième, les bonnes crêpes se caractérisent par. Voilà. Pas besoin de chercher une nouvelle. C'est comme ça qu'il va falloir organiser la chose. Ensuite, j'ai un paragraphe 1
un paragraphe 2, un paragraphe 3. Ce paragraphe 3, il aura une première phrase qui porte sens, une partie auteur, une partie perso et un rappel du sens. Je vais mettre des couleurs pour que ça dirige un petit peu plus simplement notre partie. La phrase qui porte le sens, c'est ce qui développera le paragraphe, sera développé par le paragraphe. Ensuite, une partie personnelle et une partie rappel du sens. Le paragraphe 2, c'est le même. Et je finis par quoi? Rappel de la réponse. Résultat des courses, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas chercher il y a 14 heures à quoi ressemble ma dissertation, la partie 1. Elle ressemble à ça. Maintenant, il faut que je complète les trous. Réponse 1, paragraphe 1, son sens, auteur, la partie sur l'auteur, la partie de réponse, personnel, le rappel du sens, rebelote sur le paragraphe 2. Et ça finit par quoi? Eh bien, ça finit par le rappel de la réponse. Quelle réponse j'ai amenée dans cette partie 1? Partie 2, partie 3. Et voilà, ma liste, elle est finie. Elle est finie, il n'y a plus qu'à trouver ce que j'ai à dire dedans. Vous voyez, la structure, oui. Alors, à l'intérieur, oui. C'est-à-dire que on pourra dire, par exemple, ici, le héros est très courageux, et puis on va trouver des héros, nous, en enrichissement personnel, où ils ne sont pas courageux du tout. Donc oui, on peut contredire l'auteur. On peut contredire l'idée centrale. Ce qui fait que maintenant, ma partie, elle est structurée, la dissertation, elle est structurée. J'ai plus qu'à me demander ce que je vais dire. Et comme j'ai 6 paragraphes, parce que sinon, c'est pas du boulot, c'est pas assez complet pour que ce soit suffisant, il faut que je trouve P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Il faut que je trouve 6 informations dans le texte qui me permettent de répondre à qu'est-ce qu'un héros. Puis après, je me dirai, ce que j'ai mis en partie 1, c'est P3 et P5. Ce que je vais mettre en partie 2, c'est P6 et P1. Et puis ce que je vais mettre comme paragraphe dans la partie qui reste 3, ce sera ce qui reste, je ne sais plus ce qui reste, mais enfin ce qui reste. La structure, vous la placez comme je l'ai fait, et ça a pris 1 minute, 5 minutes. Structure complète, en creux, en vide. J'ai mes feuilles de brouillon, j'ai des phrases à fabriquer, et ces phrases, c'est celle de l'introduction, c'est celle des parties, c'est celle du sens. Maintenant, on bazarde tout ça dans un coin, on prend le texte, et on se dit maintenant, ce texte, il nous apporte 6 réponses, dans l'idéal 9. 6 réponses, ce sera déjà bien. 6 réponses à qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce qu'un héros? Le coup passe à si près que le chapeau tomba. Que ça me dit quelque chose sur ce qu'est un héros. Alors évidemment, un héros, ce n'est pas quelqu'un qui perd son chapeau. Il faut passer de la situation à sa généralisation. Mais c'est quoi sa généralisation? Alors vous allez vous mettre avec votre voisin-voisine, des groupes de 2, groupes de 4, groupes de comme vous voulez, vous allez vous mettre un petit peu des cerveaux en coexistence, en confrontation, et vous allez essayer de me trouver 6 phrases qui dirigeront chacune un paragraphe. 6 phrases
6 épisodes de ce texte dans lequel on pourra trouver, extraire une idée, qui me diront 6 aspects de ce qu'est un héros. Je vous laisse les 10 minutes qui nous séparent de midi pour faire ça. Oui. Non, mais c'est quand même un exercice dans lequel on s'interroge sur votre capacité à enrichir vos cours d'exemples, de textes, avec vos élèves. Conséquence de quoi, il faut quand même que ça tape au maximum dans la culture centrale. Je ne sais plus si c'est ici ou c'est à Besançon. Quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant, est-ce qu'on peut citer vous avez dit théâtre, vous avez dit bande dessinée, vous avez dit, bon, est-ce qu'on peut citer les mangas? Oui, on peut citer les mangas, mais une fois. Hein, de même qu'on peut citer une fois du théâtre, une fois de la danse, une fois, etc. On peut faire un paragraphe qui aura comme enrichissement personnel cela. Tous les ans, je dirige des mémoires sur les mangas, pour ceux que ça intéresse, comment aborder le genre manga, ou comment aborder l'égalité filles-garçons, l'œuvre de Victor Hugo, pas quoi d'autre, par le manga. Ça, c'est tout à fait possible. On peut faire une séquence là-dessus avec ses élèves. Il y a des adaptations des Misérables, il y a des adaptations de toutes les œuvres en manga, et puis les mangas ont leur propre champ d'exploration, de sens, de sujets. Donc, comment aborder en éducation morale et civique la question du climat à travers le manga machin. Très bien, ça c'est un sujet de mémoire. La technique, le chapeau d'eau. Ça c'est un épisode du texte. Est-ce que ça me dit quelque chose sur ce qu'est un héros? Alors si oui, pas d'une formule, je le formule de manière claire. Jusqu'à midi 2. On met la généralité, et après on met la problématique avec nos arguments. Là, on va voir parce qu'on va la fabriquer en même temps. Les R1, R2, R3, c'est les réponses qui seront les grandes réponses à qu'est-ce qu'un héros. Et puis la phrase qui suit d'argument, c'est celle que Victor Hugo ferait si, à partir de son texte, il avait à répondre à la question. Victor Hugo, dans son texte, signale que son père est machin, machin. C'est un peu redondant. C'est pour ça qu'il faut la faire très, très légère. La plupart du temps, comme une phrase, ça suffira. Sinon, effectivement, on a 2 parties qui sont vivantes. Vous allez voir, on va la faire, ça va s'éclairer. Alors, je vais ouais. Ouais, c'est vrai.
Voilà. C'est quoi le premier mot du texte? Les deux premiers mots du texte. Vous ne savez pas les deux premiers mots du texte. Les deux derniers. On ne peut pas en déduire qu'un héros, c'est forcément mon père. Bien qu'on père soit un héros en lui-même, mais c'est une autre question. On ne peut pas en déduire ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en déduire, par contre, si on partait de cette information-là, mon père au début, mon père à la fin, puis qu'on essaie de généraliser sur ce que c'est qu'un héros. Réfléchissez. On ne peut pas généraliser que tous les héros sont des pères, mais on peut généraliser quand même quelque chose.
5 minutes encore de réflexion. Bien, alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme information généralisable à d'autres œuvres que vous connaissez? Des situations décrites sur le héros dans ce texte de Victor Hugo. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, par exemple, du fait qu'il est first and last, qu'il est au début et qu'il est à la fin, qu'il se retrouve après en il, en plein milieu, que sur la fin, il se retrouve de nouveau dans un vers en mon père. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le héros? Qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme information qui dirige? Oui. Alors, est-ce que c'est valable pour tous? Est-ce que tous les héros sont courageux? Oui, vous dites que oui. Alors, essayons comme ça. Donc, le héros est courageux. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Qu'est-ce qui fait particulièrement le propre de ce qu'on appelle un héros dans un texte? Si je vous dis, par exemple, que le héros de Madame Bovary, c'est Madame Bovary, si je vous dis que le héros de Tintin au Tibet, ben, c'est Tintin, si je vous dis que le héros de Corto Maltese et la cour des secrets, c'est Corto Maltese, que Harry Potter et la cour l'école de magie, c'est Harry Potter, vous allez me dire, ben, il est dans le titre. Alors là, ça s'appelle après la bataille, donc ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on peut quand même en déduire? Oui. Alors, ben, le héros est le perso principal de l'histoire. Ça ne mange pas de pain. Le héros est celui qui est présent du début à la fin de l'histoire. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre que l'on pourrait extraire de cette information, de ce texte, pardon? Oui. Le sang-froid. Alors, est-ce que c'est valable à tous les héros aussi? Oui. Qu'est-ce que vous trouvez comme information fait qu'on perd le héros dans un texte, dans une œuvre, dans un film, dans un feuilleton, dans un... Oui.
des valeurs de l'empathie. Alors, est-ce que là aussi, c'est valable pour tous les héros? Oui. Là, vous êtes toujours sur finalement une thématique assez semblable de ce qu'est le héros. Quelles caractéristiques vous faites émerger chez lui? Ou alors, qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre qui manifeste? Oui, les qualités. Alors, la question, c'est alors, est-ce qu'on va faire un paragraphe sur courageux, sur sang-froid, sur empathie ou sur qualité? Ben, pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La question, c'est est-ce que vous trouverez toujours des choses différentes à développer dans le texte et dans vos apports à partir de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait encore? Oui. Admirer. Alors, parmi Des proches ou pas je ne sais pas, est-ce que ça nous donne des choses qui sont valables partout? On a des exemples, des contre-exemples. Voilà, dans le texte, c'est par son fils. Voilà, mais on ne peut pas dire que tous les héros sont admirés par leur fils. Si vous parle de, si vous prends Harry Potter, est-ce qu'Harry Potter est admiré par son fils? Attiré par ses Et par rancunier. Bon, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu, lorsque vous étiez au collège, ce qu'on appelle le schéma actantiel? Actant, c'est celui qui agit. Ça décrit les actions, ça décrit l'organisation à l'intérieur d'un récit. Ça vous dit quelque chose, ce schéma actantiel? Oui. des opposants. Alors, ben, voilà, le schéma actantiel, qu'est-ce que c'est? C'est la répartition des fonctions entre le héros et les différents autres personnages. Ça a été, non pas inventé, mais largement développé par un écrivain, un critique qu'on appelle structuraliste, parce qu'il s'intéressait aux structures des récits. Il s'appelle Vladimir Prop, on est là en 1921, dans un texte qui fait encore référence, qui s'appelle Morphologie. Morphologie, on reconnaît morpho, la forme, qu'on trouve aussi dans morphème, morphologie du conte. On s'intéresse au conte russe. On s'est aperçu que dans le conte russe, il y avait des fonctions. C'est des fonctions qui étaient toujours répétées, des passages qui étaient toujours répétés. Et le héros, eh bien, il a ce qu'on appellera des aides, des appuis, des amis. En termes de critique littéraire, on appelle ça des adjuvants. Et ces adjuvants s'opposent à des ennemis, s'opposent à des méchants, s'opposent à ce qu'on appellera, par opposition à adjuvants, des opposants. Mais il a aussi, ce héros, il a quelqu'un qui lui donne une mission et il a une mission à accomplir. Il a ce qu'on appelle un mandataire, quelqu'un qui l'envoie, et un mandateur, quelqu'un qui recherche. Obi-Wan Kenobi demande à Luke d'aller délivrer la princesse Leia. Avec lui, il aura des robots, et contre lui, il aura Dark Vador. Dieu demande le roi Arthur demande à Lancelot de trouver le Graal. Il aura avec lui Merlin l'Enchanteur. Il aura contre lui des mauvais chevaliers. Le personnage, on lui confie une tâche à accomplir et il a des opposants, des adjuvants. Donc, vers quel type d'information ça nous conduit tout ça?
que pour être un héros, il faut qu'on ait le héros, sauf des cas très particuliers où on serait dans de l'introspection, où on ne reverrait que l'intérieur de sa tête et uniquement l'intérieur de sa tête, il n'empêche que le héros, il fonctionne avec des s'oppose à des adversaires et le héros est aidé par des adjuvants. Pour être le héros, il faut avoir des gens contre soi et des gens avec soi. Alors, qui est là dans ce texte-là? Qui est avec, qui est contre? Celui qui est avec, c'est son usage. Et celui qui est contre, c'est Caramba, l'espagnol. Mais qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous dit que par quoi va se manifester? Comment va se manifester? Par quel élément du récit va se manifester le fait qu'il s'oppose et qu'il l'aide? Qu'est-ce qui se passe dans une histoire qui fait qu'on sait qu'il y a des opposants et des ennemis et des amis? Ça parle de quoi une histoire? Qu'est-ce qui se passe dans une histoire, quelle qu'elle soit, qui nous fait dire qu'à un moment donné, il y a le héros qui est là, et puis par rapport à lui, il y en a qui s'opposent et d'autres qui sont avec. C'est quoi la structure? On fait écrire aux élèves des récits. C'est quoi la structure d'un récit? Il y a au début une situation spatio-temporelle. Il était une fois dans une forêt lointaine. Situation spatio-temporelle. Il y a des personnages, donc certains aident, d'autres combattent, d'autres sont centraux. Mais il y a des événements. Il se passe des trucs. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il y a eu la guerre, il y a des morts partout, c'est le soir, c'est la situation spatio-temporelle. Il y a le héros qui se promène avec son housard, et puis il y a un ennemi qui lui tire dessus, et puis, comme vous l'avez dit, se montre empathie, se montre, etc. Les événements. Il y a une situation finale, et puis en général, un récit, ça marche sur un système de temps, qui est une alternance de temps du passé, qu'on appelle l'imparfait. C'est les actions longues. Le petit chaperon se promenait dans les bois, qui s'opposent au passé simple ou au passé composé, qui sont les actions courtes. Quand il a vu le loup, il se promenait dans les bois quand il a vu le loup. Situation de départ, situation finale, des personnages qui agissent avec des événements, et puis ça s'alterne avec des temps du passé qui se croisent. Mon père, ce héros, suivi d'un soldat qu'il aimait, une action longue, pour sa grande bravoure, parcourait ces longues, sur qui tombait la nuit. Il lui sembla, action ponctuelle, qui disait avoir pitié. Il dit, passé simple. Tout à coup, il saisit son pistolet. Action quoi. Le héros vit des aventures. Le héros, des aventures qui structurent l'histoire. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, le méchant, dans ce texte? Parce que, alors, pour trouver le héros, vous m'avez trouvé des stères. Il est courageux, il a du sang-froid, il a de l'empathie, il a des qualités, il n'est pas rancunier. Bon, il n'est pas tout seul dans le truc. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristique des autres? Il est comment l'espagnol?
Comment il est l'un, comment il est l'autre. Et pour l'instant, vous êtes focalisé sur le détail des qualités de l'un et de l'autre. Et il n'empêche que le hussard, il a une grande bravoure et une haute taille. Quant à l'espagnol, il est rancunier, l'espagnol, il est fourbe, l'espagnol, il est dangereux, l'espagnol, il est à moitié mort. Ça généralise peut-être pas. Il a des caractéristiques aussi. Bon, oui, des épisodes du texte, il faut trouver des informations qui sont développables et qui sont exportables sur d'autres œuvres. Alors, est-ce que vous trouverez partout qu'il a du sang-froid? Est-ce que vous trouvez partout qu'il a de l'empathie? Est-ce que vous trouverez partout qu'il a tel ou tel aspect qui le définissent? Ben, oui ou non. Et puis pareil sur l'adjuvant, pareil sur l'opposant, est-ce qu'on trouve partout une caractéristique qui renvoie? On trouve des infos. Ces infos-là, maintenant, il va falloir se demander ce que je vais mettre ensemble. Qu'est-ce que je vais mettre ensemble? Donc, je fasse des parties. Je fasse des parties. Il faut que je fasse des réponses. J'ai une réponse 1, j'ai une réponse 2, et j'ai éventuellement une réponse 3. Alors, qu'est-ce qui peut aller facilement avec? Qu'est-ce qui peut se rassembler sur une même partie, dans une même partie? Oui, qu'il est évident que vous n'allez pas me faire une partie qui va avoir sept paragraphes. Cette partie à 7 paragraphes, elle ne peut pas jouer. 6 paragraphes. Donc il va falloir que ces informations-là, vous les synthétisiez en quelque chose d'un peu plus compact. Six points, ça doit donner 2 paragraphes. Il va falloir un petit peu synthétiser. Parce que d'un autre côté, celui qui fera 7 paragraphes rien qu'avec, ou 6 paragraphes rien qu'avec ça, ben, ça veut dire quand même qu'il est passé à côté de vachement d'informations. Mais ce n'est pas parce que vous trouvez un paragraphe qu'il n'y avait que ça à dire. Après, il faut essayer de se demander si vous ne pouvez pas rassembler des éléments ou dissocier des éléments. Dites-moi. Mettre avec une spécialité. Et le second paragraphe, on met que du tout, il est annulé pour cette qualité. Il est. Il est annulé. Donc, ça voudrait dire que vous le feriez un, il a des qualités, puis en paragraphe 2, il est admiré. Alors, ça donnerait quoi comme réponse? Parce que, rappelez-vous que l'objectif, c'est de combler les trous. C'est de combler les trous. Et les trous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le héros possède des qualités, ça c'est le sens. Dans la partie auteur, vous allez me dire, il est empathique, il est courageux, il a du sang-froid, bon, etc. Et puis en 2, vous allez me dire, le héros est admiré, okay. Ça c'est le sens. Mais ça me donne quoi comme réponse? C'est-à-dire que là, j'ai 2 paragraphes. Le premier paragraphe, on dit le héros possède des qualités, le héros est admiré, mais c'est quoi la réponse à la question? C'est quoi la réponse
à la question. Et de façon identique, si vous me... Donc, ça veut dire qu'on utiliserait ça pour la partie 1, ça et ça. Peut-être ça, pas en plus. Bon. Voilà. Après, vous faites une partie avec quoi comme paragraphe? Oui. Peut-être le héros se caractérise par la présence de vertus remarquables. Donc, votre camarade dit, ben, moi, j'ai la réponse. Le héros se caractérise par des vertus remarquables. Empathie, sang-froid, admiration. OK. Donc, réponse 1, dans l'introduction, le héros se manifeste par ses vertus morales. Donc, OK. Ça, c'est la réponse 1. Et l'argumentaire qu'on dira, Victor Hugo. Donc, après la bataille, montre son père plein de courage, d'empathie et de bonté, et qui contribue à son admiration filiale. Ça, c'est l'argument. Développe cette idée-là. OK. Donc, vous voyez à quoi ça sert, comment on fait la dissertation? On se trouve des paragraphes. Donc, ces paragraphes, on tire une idée. De ces idées, on trouve une réponse. Et la réponse, elle se trouve télescopée, peut basculer dans l'introduction. Alors maintenant, il faut retrouver quelque part par là, avec ce qui reste, de quoi faire encore 2 parties. Donc, au moins 4 paragraphes qui vont s'organiser 2 par 2. Qu'est-ce qui pourra aller ensemble là-dessus? Oui. Le héros se possède et les caractéristiques des adversaires avec des opposants. Ben, et là, si je prends les termes clés, là, j'ai adversaire adjuvant. Et là, j'ai adversaire adjuvant. Donc, ça me donne quoi quelque part? Ben, ça me donne quelque part vertu se caractérise par son opposition à des adversaires et la présence d'aide. Alors, on va formuler ça de manière plus directe. Le héros se caractérise par la présence d'aide des opposants. Il a avec lui des opposants aux caractéristiques précises. Ça, c'est l'idée du paragraphe 1. Le héros. Non, alors c'est contre lui. Il faut suivre. Il est midi, c'est plus difficile. Il a avec lui des personnages, aide, dans sa quête. On va m'en foutre. Résultat des courses, présence d'aide et d'opposants. Alors, ici, je dirais quoi? Ben, je dirais espagnol, je dirais danger, je dirais mesquin, je dirais rancunier.
C'est comme ça l'espagnol. Je remarque à Louis de Funès. Et puis ici, j'aurai haute taille, j'aurai aimé entre tous, j'aurai grand courage. J'aurais donné à boire. Il faut des ordres quand même. Hein. Mais je rebascule tout ça dans la partie 1 et l'introduction, partie 2. Le héros est accompagné d'assistants, des combats, des méchants. On va faire l'argument qui va avec, qui développe. Et puis après, il me reste quoi? Et il me reste ce qui est le plus évident, c'est que le héros, c'est celui qui est central et qui vit des aventures. Donc avec le reste, ben, je fais ce qui, à mon avis, devrait plutôt être la partie 1, parce que c'est ce qui est plus évident, mais après tout, pas une importance capitale. Le héros est le centre du récit. Il est le personnage principal. Le héros est celui à qui arrivent les aventures, les événements. Qu'est-ce que je vais dire ici? Voilà, je vais dire premier mot, dernier mot, répétition de mon père, il. Ah, il est présent partout dans le texte. Le sujet des verbes. Et après, je vais dire que c'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande, c'est lui qui dans le deuxième. Et ça va me redonner donc une partie au-dessus. Et cette partie au-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est le héros et le personnage central qui accomplit l'événement. Et ma partie, mon introduction, vous voyez qu'elle commence à être pas mal remplie. Mais mes parties aussi. Mes parties, j'ai déjà des phrases toutes faites que je n'ai plus qu'à développer. Avec cette remarque que maintenant, ben, il me faut les enrichissements personnels. Par exemple, ce paragraphe-là, il a contre lui des opposants aux caractéristiques précises. L'espagnol est dangereux, il est mesquin puisqu'il refuse le coup à boire et préfère tirer après la bataille sur le français. Il est donc rancunier. Point. Ben maintenant, trouvez-moi un méchant bien typé de votre culture. Le héros avec lui des personnages qui l'aident dans ses aventures. De Houzard et de Haute-Saille, le père de Victor Hugo l'aime parmi tous ses soldats, car il manifeste un grand courage, ce qui n'empêche pas d'être aux ordres, le père de Victor Hugo. Point. Là maintenant, trouvez-moi un second couteau. Trouvez-moi un second couteau quelque part, avec Black Mortimer, avec Corto Maltese Rasputin, avec Harry Potter, deux autres gosses. Quand on parlera des méchants, il y en a 3, 4, 5, 8, 10, 36. Il y a Malfoy, il y a. Ils n'ont pas les caractéristiques du héros. Ils sont lâches, ils sont mesquins, ils sont rancuniers, ils sont etc. Après, il faut enrichir. Ça prend du temps de faire la structure. Mais une fois que la structure est faite, ici, on a Harry Potter, Malfoy, mesquin, l'âge,
rancunier, eh bien, il n'y a plus qu'à rédiger et ça va vite. Parce que toute l'architecture est construite. L'architecture d'une disserte, ça prend 1h15 à faire. 1h15, et après, on a une demi-heure pour rédiger ça. Une demi-heure pour transformer. Il y a des phrases qui sont déjà faites. Et on sait que dans cette partie-là, on ne parle que des méchants et des gentils. Mais là, on ne parle que des méchants. Et là, que des gentils. Donc, c'est organisé, c'est structuré, c'est construit. Phase méchant, phase gentil. Sur modèle, vous avez un dossier qui s'appelle sujet de dissertation multiple. Dedans, il y a un texte. Dedans, il y a ce qu'on fait le premier groupe. Et je vais mettre là ce que vous avez fait. Exercice pour quand vous avez le temps, rédiger l'ensemble. C'est tout pour aujourd'hui.